Madame, Monsieur, bonsoir. Entre le Maroc et l'Union européenne, le partenariat est en marche. Tissé par l'histoire, basé sur des relations traditionnelles et privilégiées, ce partenariat doit être hissé à un autre niveau en vue d'acquérir plus de dynamisme, plus d'équilibre et davantage d'envergure dans un espace stratégique pour la région méditerranéenne. Le Maroc est lié à l'Union européenne par un accord d'association entré en vigueur en mars 2000. L'accord a-t-il permis de faire réellement avancer la coopération ? Pour l'heure, les échanges demeurent limités, l'investissement étranger direct reste très faible. Tandis que de grandes inquiétudes pèsent sur le libre-échange, les mesures d'accompagnement prévues par le programme MEDA n'ayant pas suivi. Des aspects qui incitent aujourd'hui Rabat et Bruxelles à discuter des mesures pour renforcer le partenariat. En visite au Maroc, le commissaire européen au commerce, M. Pascal Lamy. Monsieur Lamy, bonsoir et bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En 15 mois, depuis donc l'entrée en vigueur de l'accord d'association, le bilan est plutôt modeste. Comment expliquer ces résultats très faibles alors qu'on voulait d'un partenariat renforcé ? Bon, si on regarde les chiffres, il n'est pas mauvais sur le plan des échanges. Les échanges ont augmenté. Si on regarde les investissements, effectivement, les chiffres sont encore modestes. Les attentes étaient fortes, les résultats, en tout cas sur le plan économique et commercial, ne sont pas là où on pensait qu'ils seraient il y a 5 ans. Je crois que c'est un constat partagé, à la fois du côté marocain et du côté de l'Union. Et qu'est-ce qui explique cette situation ? Je crois que ce qui explique cette situation, c'est que la libéralisation, le parcours de libéralisation que nous avons adopté ensemble, qui est notre feuille de route entre maintenant et 2010-2012, d'abord commençait doucement. Nous n'avons pas commencé par le plus difficile dans le désarmement tarifaire douanier et dans la libéralisation des échanges. Nous n'avons par exemple pas encore abordé tout ce qui est services, et les services sont une part importante du commerce d'aujourd'hui. C'est un premier point. Un deuxième point, je crois, tient au fait que il faut, pour développer les échanges, que les économies deviennent plus interdépendantes en termes d'investissement. Or, les investissements de l'Union au Maroc sont modestes, trop modestes, je l'ai dit d'ailleurs publiquement, et je crois que là, il faut regarder des deux côtés. Je pense que le Maroc a entrepris un certain nombre de réformes. Certaines sont faites, certaines restent à faire. La vitesse d'accompagnement par la réforme, par l'ajustement, par cette espèce de mobilisation que le Maroc a décidé, n'a pas toujours été là non plus. Je pense que du côté européen, il y a aussi sans doute le fait que, disons, le volet politique, tout ce qui est intégration régionale de la rive sud de la Méditerranée ne s'est pas développé conformément à nos espoirs. Eh bien, il faut que dans ce partenariat où on se dit tout franchement en famille, on regarde ça lucidement et qu'on avance. Donc en fait, le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne dépend du développement du partenariat de la région. Pas totalement, mais aussi assez largement. Des investisseurs européens regardent la taille des marchés potentiels et si... comme d'ailleurs c'est le cas, les pouvoirs publics marocains l'ont dit, entre par exemple la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie, le Maroc, on avance dans une zone de libre-échange, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs européens. Ceci étant, il reste des obstacles techniques. Il y a, on peut libérer les tarifs, on peut libérer les quotas, si on ne s'attaque pas, par exemple, aux normes, aux standards, aux règles d'origine, aux procédures douanières, on aura fait les choses très bien sur le papier, mais les entrepreneurs, les investisseurs vous diront que dans la vie concrète de tous les jours, ça ne marche pas. Et là, de part et d'autre d'ailleurs, y compris du point de vue de l'Union, il y a des choses à faire, et ça a été un des thèmes des conversations que j'ai eues à Rabat, que de traiter dans les textiles, dans les phosphates, dans l'agriculture, dans les télécoms, sujet par sujet, concrètement, où est-ce qu'on peut avancer ? Bien. Ben justement, le Maroc demande un partenariat privilégié. Donc, on sait le rôle pivot du Maroc dans la région. On sait le Maroc incontournable dans la politique euro-méditerranéenne de l'Union européenne. Est-ce que l'Europe ne devrait pas davantage appuyer justement la demande marocaine de plus qu'un partenariat, plus qu'une association et moins qu'une adhésion? Non, je crois que c'est une belle formule. C'est une formule d'avenir.
quand on voit ce qu'il nous reste à faire pour remplir ce cadre d'association, qui est un cadre de moyen et de long terme, moi j'ai une légère préférence parce que je suis pragmatique. Vous savez, les négociateurs commerciaux, c'est toujours les chiffres qui finissent par compter à la fin du jour. Je pense qu'il faut qu'on commence par faire ce qu'on a décidé de faire ensemble. De part et d'autre, il y a de chacun des côtés mieux à faire. Et si par exemple on a réuni à Bruxelles il y a quelques semaines les ministres du commerce Euromed, c'est parce que ce pilier commercial, il faut qu'on y travaille ensemble. On a décidé que sur les services, on allait commencer à avancer. Le Maroc est prêt à avancer sur une négociation service. Eh bien, une des conclusions de la visite que j'ai faite ici, c'est qu'on va la démarrer rapidement. Il y a un constat, c'est que la restructuration du tissu économique marocain tarde à se faire, et cela à cause des fonds MEDA qui tardent à être débloqués ou qui ont été débloqués en partie, 20% seulement. Pourquoi ce retard dans le programme MEDA ? D'abord, gardons les proportions en tête. La restructuration du système productif marocain, elle est en route, elle est en cours. Ce ne sont pas les fonds MEDA qui vont la faire ou pas la faire. Les fonds MEDA devaient contribuer justement à la mise à niveau des entreprises. Alors, encore une fois, la proportion de l'aide MEDA, de l'assistance MEDA, elle est modeste, mais elle est importante. Le fait est, et on en a d'ailleurs convenu à la commission avec M. Prodi et M. Patten, que nos procédures, de ce point de vue, ne sont pas les bonnes. Et je crois qu'on l'a lucidement analysé. Je pense aussi d'ailleurs que je pense aussi d'ailleurs au passage que du côté marocain, il y a aussi un certain sens de la complication. La conclusion, c'est que nous simplifions nos procédures, nous déconcentrons ces programmes et nous mettons notre délégation à Rabat en charge de décisions qui jusqu'à présent étaient prises à Bruxelles. L'expérience a prouvé qu'elle n'était soit pas prise, soit pas très bien prise. Donc de ce point de vue-là, on a pris le taureau par les cornes et on fait avancer le dispositif. Est-ce qu'il va y avoir un appui supplémentaire justement pour cette restructuration de l'économie marocaine ? Il y a dans les programmes d'assistance technique entre l'Union et le Maroc, il y a des procédures qui prévoient que les programmes et les projets sont décidés ensemble. Si ensemble nous décidons, comme d'ailleurs au titre du premier programme MEDA, d'orienter une partie des projets ou des programmes sur ce qu'on appelle entre nous la mise à niveau, eh bien, si c'est fait d'un accord conjoint, oui, il y aura des programmes dans cette direction. Alors justement, le Maroc souhaite maintenir le prix de référence pendant 3 ans, n'étant pas encore très, disons, prêt pour la levée progressive des barrières douanières. Les entreprises marocaines auront sans doute des difficultés à l'heure actuelle d'affronter la concurrence. Quelle est votre position à cette demande marocaine ? C'est une affaire technique compliquée, qui consiste à admettre, dans certains cas, des tolérances sur ce qu'on appelle les valeurs en douane, c'est-à-dire la valeur déclarée des marchandises, c'est qui en revient en réalité à, de fait, une augmentation de tarifs. Bon. Cette demande de dérogation est arrivée cette semaine à Genève, c'est tout frais et tout récent, nous ne nous y attendons pas. Je crois que si mes souvenirs sont bons, ça doit être la 3e dérogation. Ceci, ne dépend pas seulement de l'Union, puisque c'est une décision multilatérale dans le cadre de l'OMC. A priori, ça nous pose un problème sérieux. Bon, j'en ai discuté ce matin avec les ministres compétents. Je vais regarder ça en rentrant à Bruxelles. Si le Maroc a des arguments à faire valoir qui sont convaincants, j'en ai entendu quelques-uns ce matin, j'en ai aussi d'ailleurs présenté quelques-uns moi-même. On va regarder ça, on le regardera dans l'esprit du partenariat et aussi des engagements qui ont été pris par les uns et par les autres. On va regarder de près ce que l'accord d'association prévoit dans ce cas-là. Bien, le volet agricole est somme toute important pour les Marocains. Il fait l'objet d'un traitement particulier. Tous les 5 ans, il y a un rendez-vous pour les négociations. Comment est-ce que cela s'annonce ? Est-ce que le Maroc va obtenir une augmentation de ses quotas, qui jugent bas ? Alors, il y a, comme vous l'avez dit à juste titre, une révision tous les 5 ans, dans un sens et dans l'autre d'ailleurs. Nous avons en gros pour l'instant 90% des exportations marocaines dans l'Union européenne ont un régime de droit zéro. Il y a certains produits sur lesquels il y a des restrictions quantitatives ou permanentes ou saisonnières. Dans l'autre sens, disons, l'Union a accès à peu près 10%
dans des conditions préférentielles au régime marocain. Donc on est dans un système asymétrique dans lequel l'accès du Maroc agricole dans l'Union européenne est beaucoup plus fort que l'accès de l'Union européenne au Maroc. C'est très bien ainsi d'ailleurs, ce déséquilibre est normal compte tenu de la différence de nos niveaux de développement. Nous sommes prêts, mon collègue chargé de l'agriculture et moi-même, à aborder cette année, comme d'ailleurs c'était prévu à partir du début de cette année. Ça n'a pas été fait parce qu'il y a eu une ou deux négociations entre-temps qui ont pris beaucoup de temps à mon collègue chargé de l'agriculture, parce qu'il est aussi chargé de la pêche. Nous sommes prêts à redémarrer cette négociation sur les sujets sensibles, dans un sens et dans l'autre, et je l'ai dit à Rabat à mes interlocuteurs. Oui. L'agriculture européenne, on le sait, est très largement subventionnée. Est-ce qu'il ne va pas y avoir de mesures compensatoires pour les produits marocains ? Je crois que le problème n'est pas que l'agriculture européenne soit subventionnée ou pas subventionnée. L'Europe tient à garder un nombre important d'exploitations agricoles, et ceci suppose, dans le monde dans lequel on est, compte tenu du rôle que nous appelons multifonctionnel de l'agriculture, suppose que l'agriculture soit aidée. D'ailleurs, je ne pense que ça n'est pas au Maroc qu'on dira que l'agriculture n'a pas un côté multifonctionnel. Il suffit de connaître un tout petit peu ce pays pour savoir à quel point la ruralité et le rôle de l'agriculture là-dedans est important. Nous n'en sommes pas là, de ce point de vue-là, nous n'en sommes pas là des chiffres en Europe, mais c'est important pour nous aussi. Et le monde rural, il se trouve que l'Europe est ainsi faite que le monde rural est important. Donc l'agriculture européenne sera soutenue. La question est de savoir si les modalités du soutien à l'agriculture européenne sont bonnes ou pas bonnes pour le commerce et pour les échanges. Et là, nous avons pris, depuis une dizaine d'années, et nous sommes prêts à prendre un certain nombre de mesures, de réformes de la politique agricole commune, qui font que ce soutien, par exemple dans la mesure où il n'est pas lié au volume de la production, par exemple dans la mesure où il ne se traduit pas par des subventions aux exportations, et les subventions aux exportations de l'Union européenne ont baissé considérablement depuis 10 ans, n'affectent pas les échanges. Donc nous continuerons, de manière bilatérale et surtout de manière multilatérale, car c'est surtout à Genève que ces choses-là se discutent et se décident, à aller dans le sens d'un soutien aux agriculteurs européens qui ne soit pas un handicap pour les agriculteurs des pays tiers. Est-ce que le marché marocain va être préservé malgré l'élargissement de l'Union européenne aux pays de l'Est ? Je pense que pour le Maroc, compte tenu de ses avantages comparatifs, compte tenu des possibilités d'accès qu'il a au marché européen, l'élargissement aux pays de l'Est est une bonne nouvelle. Le marché européen sera plus grand, plus profond, plus vaste, et il y a à l'est de l'Europe des pays qui vont croître vite et dont le pouvoir d'achat et la possibilité de croissance sont là. Donc le fait que le Maroc soit adossé à cette zone de croissance potentielle forte est une bonne nouvelle pour le Maroc. Les exportations marocaines sont étroitement liées à la valeur de l'euro. La monnaie européenne a baissé. Une dévaluation du dirham a été décidée de 5%, mais le Maroc ne peut pas suivre cette tendance à la baisse de l'euro. Est-ce que les caisses ne vont-ils pas appliquer une politique de stabilité de la monnaie unique ? Alors, la politique monétaire est du ressort de la Banque centrale européenne. Et j'ai pour habitude, comme d'ailleurs mes collègues commissaires, de laisser les commentaires monétaires dans la bouche experte et compétente des dirigeants de la Banque centrale. Si on regarde les choses à moyen long terme, l'euro est là. Il sera un peu bas à certains moments, il sera un peu plus haut à certains moments. Il faut que la relation monétaire entre le dirham et l'euro s'ajuste sur le moyen long terme à cela. Nous sommes dans un cas de figure classique où il y a une grosse monnaie, un gros ensemble économique, et il y a à la périphérie de ce gros ensemble des pays, et on a connu ça dans d'autres cas, qui échangent 2 tiers, 3 quarts de leur commerce extérieur avec cela. Bien. Ce qui est le cas du Maroc, justement. Ce qui est le cas du Maroc. Donc cette périphérie monétaire devra, sur le moyen et le long terme, être gérée en considération des liens économiques qui sont les nôtres. Entre le Maroc et l'Union européenne, il y a un désaccord total sur le dossier pêche. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le dossier est clos ?
l'Union Oui, européenne je crois ne compte pas reprendre des qu'il contacts. y a un désaccord et il y a accord sur le fait qu'il y a un désaccord. Et ceci est une manière comme une autre de terminer une négociation entre partenaires adultes. Je pense que cette affaire est derrière nous pour un bon moment. Je comprends d'ailleurs que le Maroc éprouve le besoin de réfléchir un peu, de prendre un peu de recul sur la manière dont ces ressources halieutiques sont gérées. L'Union européenne est confrontée un peu au même problème. Nous ne pouvons plus, je crois, dans l'avenir, gérer tout à fait ces affaires comme elles ont été gérées au cours des 10 ou 20 dernières années. Il y a un problème de soutenabilité, il y a un problème d'accès, de valorisation de la ressource. Je comprends ça très bien. Et nous avons d'ailleurs, nous sommes confrontés au même type de problème dans nos propres eaux, si je puis dire. Évoqué lors de votre visite donc, au Maroc, la prochaine réunion de l'OMC, qui va se tenir donc en novembre à Qatar, novembre 2001. La grande question demeure comment les pays en voie de développement vont entrer dans la mondialisation qui risque d'accroître les disparités. Oui, je crois que la mondialisation, pour les pays en voie de développement, comme d'ailleurs pour les pays développés, elle a du positif et du négatif. Et qu'il faut en prendre le positif et en corriger le négatif. Et si on a cette intention commune, si on fait cette analyse commune, la question c'est comment on fait. Eh bien, je pense que plus de gouvernance multilatérale, et notamment un round de négociations multilatérales, est une des réponses que nous devons apporter à la mondialisation. Si on se place du point de vue des pays en voie de développement, une globalisation non maîtrisée, non négociée, c'est un moins. C'est une mauvaise nouvelle. La question de fond, c'est, pour les pays en voie de développement, est-ce qu'un monde avec une OMC faible, c'est mieux qu'un monde avec une OMC forte? Chacun peut apporter sa réponse à cette question. La mienne, si je me mets à la place des pays en voie de développement, je pense que j'ai besoin d'un dispositif de réglementation du commerce international substantiel. Pourtant, on n'en est pas loin, c'est pour 2010, et l'inquiétude des pays en voie de développement est-elle justifiée, justement? Non, je pense que les pays en voie de développement ont leur voix à l'OMC. L'OMC, c'est un pays, une voix. Oui. Ça, c'est beaucoup plus équilibré qu'une relation complètement bilatérale. Les pays en voie de développement ont leurs intérêts à faire valoir, et il n'y aura pas de round, de lancement de round ou de résultat d'un round, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus important que de le lancer, sans que les pays en voie de développement, souverainement, prennent leurs décisions. Ils ont, grâce à l'OMC, une voix, une participation dans la régulation du commerce international qu'ils doivent utiliser. Monsieur Pascal Lamy, merci et bonsoir. Bonsoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur 2M et à dimanche prochain pour un autre entretien.